Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ouverture à Brazzaville au Congo du sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire prend part à la rencontre. Kandia Camara a présenté les multiples initiatives engagées par la Côte d'Ivoire en matière de protection de l'environnement. Elle appelle à plus d'actions des différentes parties. Bientôt la fin des travaux de construction de la mosquée Salah du plateau. L'Arabie Saoudite décaisse 1,8 milliard de francs CFA. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire a remis le chèque au ministre des Affaires étrangères. Cela entre dans le cadre d'un pan de la coopération entre les deux pays. En France, le salon du chocolat de Paris ce soir focus sur ces artisans qui font la promotion du cacao Made in Côte d'Ivoire. Depuis plus de 10 ans, le Conseil Café Cacao accompagne les petits transformateurs locaux, des producteurs et des coopératives. Près de 5 champions locaux sont sur le stand du Conseil Café Cacao dans la capitale française. En sport, l'Afrique du Sud, championne du monde de rugby. Une victoire à la finale hier samedi face à la Nouvelle-Zélande 11-12 au Stade de France. Les Springboks sont entrés dans l'histoire du ballon ovale avec 4 trophées au compteur. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire est à Brazzaville, dans la capitale congolaise. Elle prend part au sommet des 3 bassins des écosystèmes et biodiversité et des forêts tropicales. Kandia Camara a pris la parole à la tribune pour appeler les parties à des actions plus fortes pour protéger notre environnement. Herman Guivet est notre envoyé spécial. Centre international des conférences de Kintélé-Brazzaville, République du Congo, ouverture officielle du sommet des 3 bassins des écosystèmes et biodiversité et des forêts tropicales. Des chefs d'État, leurs représentants, des premiers ministres marquent leur arrivée. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, représente le président de la République, Alassane Ouattara, à ce sommet, devant un parterre de personnalités venues de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, experts et défenseurs de questions environnementales. La nécessité de la protection des bassins forestiers tropicaux du monde, Amazonie, Congo, Bornéo, Mékong, ne manque pas d'être rappelé. Nous avons un grand partenaire, je tenais à l'annoncer, qui va réunir autour de nos 3 bassins une table ronde des bailleurs de fonds multilatéraux et des partenaires financiers. Les experts réunis ici ont constitué leurs travaux auprès des ministres. Ils nous ont restitué leurs travaux auprès des ministres, lesquels vont à leur tour remettre leurs propres conclusions auprès des chefs d'État dans le cadre du huis clos. Rappelant également l'urgence de la mise en commun des efforts pour la protection de ces écosystèmes, Moussa Fakir Mahamat, président de l'Union africaine, lance l'appel de l'Union africaine. Un soutien actif et enthousiaste en faveur de sa position commune lors de la prochaine COP28 et chemin faisant pour le succès de la mobilisation écologique et climatique en faveur de l'Afrique. L'Organisation des Nations Unies ne restera pas en marge de cet événement. Antonio Guterres témoigne son soutien à l'initiative. Je vous invite à continuer de renforcer la collaboration mondiale existante afin de protéger l'un des actifs naturels les plus précieux de notre planète. L'Organisation des Nations Unies est prête à soutenir vos efforts. En présentiel ou en visioconférence, les participants à ce sommet ont montré tout leur intérêt à la construction d'une coalition mondiale pour accélérer la transition énergétique, lutter contre la déforestation, protéger le climat. Une vision à laquelle adhère sans équivoque la Côte d'Ivoire. À cette tribune, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, au nom du chef de l'État, porte la voix de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer de manière particulière, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, la reconnaissance de la Côte d'Ivoire au pays des 3 bassins et particulièrement à la République sœur du Congo pour cette belle initiative. Il me charge de transmettre ses salutations fraternelles et sa gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, pour l'invitation à lui adresser. À leurs excellences, les présidents Tshisekedi et Lula, co-organisateurs de ce grand événement. Conscient des pertes énormes engendrées par la disparition de son couvert forestier, mon pays a adopté un nouveau code forestier et une stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts avec pour objectif de recouvrer 20% du patrimoine forestier à l'horizon 2030
en promouvant entre autres l'agroforesterie et la sylviculture durable et lutter ainsi contre les changements climatiques à travers nos contributions déterminées au niveau national. Je voudrais saisir l'occasion du présent sommet pour partager les fortes attentes de la Côte d'Ivoire par rapport à l'implication de toutes les parties ici présentes à la mise en œuvre de l'initiative d'Abidjan ou Abidjan Legacy Programme lancée par le président ivoirien lors de la COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en mai 2022 avec un plan d'investissement massif de 2,5 milliards de dollars US sur les 5 prochaines années pour restaurer les terres dégradées et reconstituer le couvert forestier. Cette initiative de référence en matière de restauration des terres, de préservation de la biodiversité et de développement d'une agriculture responsable constitue une chance à saisir pour les générations actuelles et à venir. Sans plus attendre, nous devons donc passer à l'action. Mon pays invite les pays industrialisés et les partenaires au développement à tenir leurs engagements financiers pour permettre aux pays en développement d'apporter une contribution qualitative à la préservation de l'environnement global par la conservation des forêts tropicales. Je voudrais exprimer la forte volonté politique du chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien, de même que de l'engagement de toute la population ivoirienne pour la préservation de la nature et de la biodiversité, ainsi que pour la lutte contre les changements climatiques. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, s'est réjoui de cet engagement pris par tous les participants à accompagner ce processus de protection des écosystèmes. Il appelle également à une action plus concertée afin d'atteindre les objectifs escomptés. En abandonnant de manière progressive certaines activités créatrices de richesse, certes, mais susceptibles de compromettre la protection de l'environnement. Les communautés riveraines concentrent des sacrifices exemplaires. Pour leur part, les États renoncent à des projets de développement, à l'image de la construction des infrastructures de transport et de l'exploitation minière, qui pourraient porter atteinte à la préservation des forêts. Ces efforts collectifs appellent une attention particulière et une solidarité agissante de la part de la communauté internationale, à travers notamment des compensations financières liées à la préservation des écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales. En 2011, la première édition de ce sommet avait réuni les 3 bassins, le Congo, le Bornéo-Mékong, l'Amazonie. 12 ans plus tard, cet énième rendez-vous se tient. Des mesures concrètes et pratiques doivent être mises sur pied pour traduire ces ambitions en réalité. Et voici notre réalité s'imprégnait des modèles de formation universitaire au Maroc. Le ministre de l'Enseignement supérieur est en mission au Royaume chérifien. Adama Diawara a reçu le prestigieux titre de docteur honoris causa de l'Université internationale d'Agadir. C'était au cours de la cérémonie de remise de diplôme à 500 étudiants. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire a l'honneur à Agadir. Après le ministre d'État Teni Birahima Ouattara en octobre 2013, c'est au tour du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara de recevoir la plus prestigieuse distinction honorifique de l'Université internationale d'Agadir, le titre de docteur honoris causa pour sa riche et brillante carrière ainsi que son engagement à un système éducatif performant en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir que de vous la remettre devant un parterre de personnalités marocaines, européennes, africaines et parmi eux vos compatriotes et vos amis ivoiriens. C'est enfin un symbole de vous la remettre devant cette jeunesse prochainement diplômée qui constitue l'avenir de nos nations. Monsieur le ministre et chers amis, le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques fortes et fructueuses depuis de nombreuses années,
Ces relations sont fondées sur des liens historiques, culturels, économiques et politiques. Les deux pays partagent des valeurs communes, une histoire riche et une vision partagée pour le développement économique et social de l'Afrique. C'est dans cet esprit que Universiapolis a ouvert son université pour les étudiants subsahariens et plus particulièrement les étudiants ivoiriens, et ceci il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est une grande place que la Côte d'Ivoire occupe dans nos cœurs grâce au rayonnement de nos diplômés ivoiriens partout à travers le monde. Après des remerciements appuyés au fondateur de l'université et à sa présidente, le ministre Dr Noki Koza désormais a relevé les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'enseignement supérieur sous l'impulsion du président Alassane Ouattara qui a permis d'énormes investissements dans ce secteur. C'est avec une grande joie que je prends la parole ce soir dans ce prestigieux temple du savoir que constitue l'Université internationale d'Agadir. Ma joie est d'abord liée au fait qu'Universiapolis a accepté de décerner son très prestigieux titre de docteur honoris causa à ma modeste personne, en reconnaissant de la qualité actuelle du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de mon pays, la Côte d'Ivoire. Cette qualité, caractérisée par la construction de plusieurs nouvelles universités publiques, dont les thématiques sont en corrélation directe avec les potentialités socio-économiques de leur région d'implantation, la diversification et la pertinence de l'offre de formation, l'amélioration de la qualité de la formation via les stratégies telles que la rigueur dans la sélection des enseignants, la révision des curricula et le contrôle continu des apprenants, l'augmentation substantielle des transferts sociaux, pour ne citer que cela, est le fruit des énormes moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition du notre sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Marraine de la 31e promotion d'Universiapolis, la députée européenne Nathalie Collin a prodigué des conseils à ses 500 filleuls prêts à aborder le monde du travail. Issus des 5 grandes écoles de l'Université internationale d'Agadir, les majors des différentes promotions ont reçu les chaleureuses félicitations du ministre ainsi que des personnalités invitées, au rang desquelles l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Royaume du Maroc et le consul général de France à Agadir. L'Université internationale d'Agadir a été créée il y a 3 décennies. 3000 étudiants et 17 nationalités, dont 44 Ivoiriens, poursuivent leur cursus à Universiapolis. Et on poursuit ici avec des innovations au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il y a des initiatives pour aider les jeunes dans l'insertion socio-professionnelle, comme l'Académie des talents. Un programme abordé au journal du 13h aujourd'hui dans le Dimanche Magazine. Hamza Diaby a reçu l'inspecteur général Séni Kouakou Victor. Voici un extrait de l'entretien. Avant octobre 2009, les têtes de lieu a montré que la majeure partie des apprenants que nous formons avaient des difficultés pour s'insérer sur le marché d'emploi, pendant que certaines compétences dont les entreprises avaient besoin n'avaient pas de formation en face pour répondre. Et notre ministère a signé en octobre 2009 un contrat de partenariat avec le secteur privé productif pour essayer de corriger cette faiblesse-là. Il s'est trouvé que c'est en décembre 2016 que le gouvernement de Côte d'Ivoire va adopter le plan stratégique de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais au moment où on adoptait ce plan stratégique, l'état de lieu nous montrait que quand vous prenez le nombre des apprenants de la 6e en terminale pour tout le secteur éducatif de Côte d'Ivoire, enseignement général, enseignement technique et formation professionnelle, le nombre d'apprenants que nous traitions était de 6,10%. Donc, près de 94% des apprenants étaient tous de l'enseignement général. Donc, on doit chercher à corriger non seulement les faiblesses pour que nos diplômés soient mieux qualifiés, mais à accroître notre capacité d'accueil. Malheureusement, on arrive en 2021. Au moment où le ministre Nguessan Kofi est nommé à la tête du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, on se retrouve à 5,20%.
de 6,10%, on est tombé à 5,20%. Et c'est là que nous accueillons la vision de M. le ministre, avec ces deux programmes déclinés, Académie des talents et École de la deuxième chance, comme des outils pour une mise en œuvre effective de cette réforme-là pour atteindre les objectifs. Pour voir le salon du chocolat de Paris chez la Côte d'Ivoire participe à ce grand événement. Depuis plus de 10 ans, le Conseil Café Cacao accompagne les petits transformateurs locaux, les producteurs et les sociétés coopératives. Cette année encore, la tradition a été respectée. Près de 5 champions locaux sont sur le stand du Conseil Café Cacao. Ce soir, focus sur ces artisans qui font la promotion du cacao made in Côte d'Ivoire. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Ulrika Dangon, Delphine Blas. Au Salon du chocolat à Paris, les artisans chocolatiers et producteurs de cacao sont les invités privilégiés. Venez nous visiter, ici c'est la Côte d'Ivoire. Voilà le pays de l'éléphant, nulle part ailleurs. Le Conseil Café Cacao finance leur participation depuis 2012. Un appui qui leur permet de promouvoir leur savoir-faire, de vendre leurs produits et de nouer des partenariats. C'est le cas de la société coopérative Sabarikaïn du Haut-Sassandra. Avec son chocolat de Daloa, cette coopérative, grâce à l'accompagnement du Conseil Café Cacao, a été primée en 2022 au Salon de l'agriculture de Paris. Aujourd'hui, Sabarikaïn vole de ses propres ailes. Quand on a commencé la transformation, notre tout premier voyage en France, notre tout premier salon s'est fait avec le Conseil. C'est le Conseil qui nous a sélectionnés, qui nous a accompagnés et on a fait notre premier voyage en 2021 pour notre premier salon du chocolat où on a vendu pratiquement 3000 tablettes en 5 jours. Voilà, donc, et depuis lors, chaque année on est là. En 2022, on a pris notre stand. 2023, pareil, on est là, prend notre stand. Alors, chocolat de Daloa, c'est que du chocolat made in Daloa. Et cette année, la nouveauté, c'est les sucettes, spécial Halloween, vu qu'on est en France, donc il faut adapter un peu nos produits à la clientèle. De très bonnes affaires. De bonnes affaires avec un large sourire, également partagé par Viviane sur cette affiche. Je suis, on peut dire, la première femme maître chocolatier de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai été primée ici à Paris où on a eu 3 prix, dont le Gourmet d'Or, qui est la plus haute distinction. Donc le Gourmet d'Or de l'Afrique de l'Ouest, je l'ai obtenu cette année pour la Côte d'Ivoire. C'est une histoire d'amour et de passion. De la petite fille de planteur au statut de chef chocolatier de renom, c'est une histoire de passion, d'une vie consacrée au cacao. Et je suis sur toute la chaîne de valeur, c'est ce qui fait notre particularité. Donc je suis Tritouba, ce qui veut dire de la plantation au produit fini. J'ai une gamme qui est consacrée à la culture et au tourisme ivoirien. Donc on a le pont de Liane, le Zaouli qui est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous avons aussi le masque Goli, qui est le masque emblématique du peuple baoulé. Ici aussi, on fait la promotion du café. Juste à côté de Viviane, nous avons Dion Maria et nous allons l'écouter. Mais là, avec le soutien du Conseil du Café Cacao, je suis exposante ici. Je vais proposer les cafés made in Côte d'Ivoire et je vais servir nos boissons cacao, chocolat aux clients qui viennent nous visiter. Donc je fais connaître le terroir de la Côte d'Ivoire, les merveilles de la Côte d'Ivoire. Et la cliente, elle a pris un choco-café, justement, chocolat, café, Côte d'Ivoire. Dans le cadre du Salon du chocolat, le Conseil Café Cacao a apporté aussi son soutien à la maison Mandiou, une jeune transformatrice ivoirienne qui a une gamme variée de produits, dont les manrobes de Samori Touré. C'est notre première fois au Salon du Café Cacao et nous avons un succès incroyable. Donc, nous proposons des biscuits sablés à base de café, de cacao, de gingembre, des biscuits enrobés au chocolat et aussi des noix de cajou. Un autre modèle de jeune cadre reconverti en artisan chocolatier à succès est Axel Emmanuel. Ce bel apport que nous a accordé le Conseil du Café Cacao à cette édition pour mettre en lumière les artisans chocolatiers. Et alors là, nous avons des tablettes de chocolat. Notre grand classique de cette année, c'est le chocolat de Gagnoa, l'une des plantations les plus mythiques du pays, d'où sort un chocolat exceptionnel que vous pouvez géolocaliser sur votre téléphone de partout dans le monde où vous êtes pour voir le chocolat de Gagnoa. Et en second lieu, nous avons la bière au cacao que nous sommes venus brasser et faire déguster à tout le monde qui a eu un grand succès. Axel vit
Viviane, Awa et d'autres artisans chocolatiers ivoiriens et de coopératives sont des exemples à suivre pour imposer le Made in Côte d'Ivoire à l'extérieur. Cela nous emmène à aborder un pan de la coopération Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite. La bonne nouvelle pour les fidèles musulmans de la commune du Plateau, bientôt la fin des travaux de la mosquée Salam. L'ambassadeur du Royaume a remis un chèque de 1,8 milliard de francs CFA au ministre des Affaires étrangères, Léon Adom Kakou, pour achever l'édifice religieux. Abdoulaye Koné. C'est une nouvelle qui va ravir plus d'un au sein de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, en l'occurrence celle du Plateau. Les travaux de la mosquée Salam, qui n'étaient pas totalement achevés, vont pouvoir reprendre, et cela grâce au soutien de l'Arabie Saoudite. Le Royaume a tenu son engagement en remettant ce vendredi au ministre des Affaires étrangères un chèque de près de 3 millions de dollars américains, soit 1 milliard 832 millions de francs CFA. وعلى مستوى التعاون بين الدولتين. Concernant l'aide que l'Arabie Saoudite offre à la Côte d'Ivoire par rapport à la mosquée, et ça fait partie des domaines de coopération entre les deux pays. Par exemple, le Fonds saoudien du développement est en train de financer des projets également en Côte d'Ivoire présentement. Le Centre Roi Salman pour l'aide et le secours est en train de travailler également dans des procédures de programmes d'aide. La coopération continue entre les deux parties et les relations sont solides. Cette remise de chèques renforce davantage la présence de l'Arabie Saoudite aux côtés de la Côte d'Ivoire dans ses différents projets de développement. Par ailleurs, le chef de l'État est attendu en Arabie Saoudite où il devrait participer à un double sommet économique dans les prochains mois. À cette occasion, nous allons signer un très important accord de coopération globale à l'intérieur duquel il y aura des accords sectoriels très importants également. Bâtie sur une superficie de 7500 mètres carrés, la mosquée Salam du Plateau compte 3 grands portiques qui donnent accès à une esplanade de 3500 places et une salle de prière de 3000 places. La date du début des travaux d'achèvement de l'édifice religieux n'a pas été dévoilée. Allons dans le centre du pays. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, qui était à Boaké, Mamadou Touré, est allé suivre l'exécution du programme jeunesse du gouvernement dans la ville. Lancé depuis janvier, près de 5000 jeunes ont bénéficié du PJGouv. Charles Tatou. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique sur le terrain à Boaké. Mamadou Touré s'imprègne de l'exécution des différentes composantes du programme jeunesse du gouvernement 2023. Un programme axé sur l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Financé à hauteur de 361 milliards de francs CFA pour l'année 2023, le PJGouv va impacter 700 000 bénéficiaires. Ce projet nous a aidé à aller un peu plus vite. Sinon, si c'est notre propre économie, on allait prendre, on ne pouvait pas être là où on est aujourd'hui. On a été financé pour l'élevage des dindes. On allait de 800, aujourd'hui on a 5000. C'est ça qui encourage aussi le gouvernement. Mais si les jeunes prennent l'argent, ils font autre chose, ça n'encourage pas. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer l'exemple. Je suis commerciale, mais j'arrive à monter un kakemono, faire un tirage sur la machine, tout ça là, je ne savais pas. Avant, je vendais gâteau. C'est grâce à l'emploi jeune que je suis ici aujourd'hui. Le PJGouv de la période de 2023 à 2025 est évalué à un coût global de 1118 milliards de francs CFA. Pour Mamadou Touré, ces efforts du gouvernement sont une réponse concrète pour résolver la question du chômage et améliorer l'employabilité des jeunes qui représentent une frange importante de la population active. Le PJGouv est une réalité. C'est plus de centaines de milliers de jeunes sur l'ensemble du territoire national qui bénéficient de ce programme. Le chef de l'État a instruit à l'effet de faire un programme sur 3 ans. Donc ce programme va s'étendre jusqu'à l'année 2025. Je suis fier que les jeunes de Boaké bénéficiaires ont pu faire avec donc soit les ressources mises à leur disposition ou les programmes d'emploi salarié. Dans la région de Boaké, ce sont près de 5000 jeunes qui bénéficient du programme jeunesse du gouvernement à travers des dispositifs d'insertion et de service civique depuis janvier 2023.
Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le mercredi 1er novembre 2023, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de Toussaint est déclaré jour férié, chômé et payé. Dans la communication, la commission d'attribution de la carte de journaliste professionnel digitalise ses services. Les hommes de médias peuvent désormais demander la carte en ligne sur le site web, toute la procédure à dématérialiser. On le voit avec Constant Kokora, Issa Tionayo. Désormais, pour obtenir sa carte d'identité de journaliste ou de professionnel de la communication, il va falloir se faire enregistrer via un portail numérique www.cjp-gouv.ci est la seule plateforme habilitée à traiter tous les cas de renouvellement et d'attribution de la carte d'identité du journaliste professionnel. Lors de cet atelier de formation et de présentation du site web, une démonstration a été faite aux professionnels des médias afin qu'ils s'assurent de sa bonne fonctionnalité. Selon la commission, cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus de digitalisation de l'administration entamé par l'État de Côte d'Ivoire il y a quelques années. Ouvert le 16 octobre, l'enrôlement est prévu s'achever le 17 novembre prochain. Transport Tour du Faso, la deuxième étape, c'était hier samedi, 107 km, dominé par le Burkina Faso. Le capitaine des éléphants cyclistes, Abou Sanogo, se positionne à la 10e place du classement général de la compétition. Barnabé Konan, Salif Ouattara, nos envoyés spéciaux. 2h25 45 secondes, c'est le chrono de Paul Domon sur l'axe Niorida-Zignari. Avec 8 secondes sur les leaders du peloton, le coureur burkinabé affiche les ambitions de son pays et conserve ainsi le maillot jaune de leader à l'issue de cette deuxième étape. Ne pas se faire piéger, ne pas avoir à dépenser trop d'énergie parce qu'on a pris le maillot assez tôt, donc il va falloir être intelligent et jouer sur le collectif. 8e sur la première étape, le capitaine des éléphants cyclistes, Abou Sanogo, conserve son ranking au général. Victime d'un grand isolement dans le peloton de tête, 52 secondes l'éloignent désormais du maillot jaune des leaders. Ce dimanche 29 octobre 2023, c'est au tour de la capitale Ouagadougou d'accueillir la caravane du Tour du Faso. Un circuit fermé de 140 km dont l'arrivée sera jugée sur le boulevard Thomas Sankara. Le reste de l'actualité, c'est une revue des principales informations. Nous verrons ce qui a dominé la semaine écoulée dans le monde. C'est dans le 7 sur 7 avec Marie-Chantal Akanda. Au Mozambique, plus de 10 jours après les élections municipales tenues le 11 octobre dernier, la confusion règne toujours dans le pays. Les premiers résultats partiels sont très contestés et donnent largement vainqueur le parti au pouvoir. Certains tribunaux de district ont demandé le recomptage des voix. Le deuxième tour de la présidentielle au Libéria opposera le 14 novembre prochain le président sortant George Weah et son challenger Joseph Boakai. Arrivés au coude à coude au premier tour avec respectivement 43,83% et 43,44% des voix, selon les résultats finaux donnés mardi dernier par la présidente de la commission électorale. Ce duel qui s'annonce indécis entre les deux candidats est la revanche de l'élection de 2017 remporté par Weah, ancienne star du football. Le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi d'un navire de la Marine nationale en Méditerranée orientale pour soutenir les hôpitaux de Gaza.
ainsi qu'un avion chargé de matériel médical qui arriverait en Égypte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 6 hôpitaux ont fermé par manque de combustible à Gaza, où s'entassent 2 400 000 Palestiniens. Quelques dizaines de camions sont arrivés depuis le 21 octobre dernier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Aux États-Unis, au moins 22 personnes sont mortes lors de plusieurs fusillades survenues dans l'État du Maine, dans le nord-est des États-Unis d'Amérique, selon un élu local. Une cinquantaine de personnes ont été blessées. La police américaine a lancé une chasse à l'homme pour retrouver le tireur. À Washington, au Sénat, une proposition de rapatrier les troupes américaines basées au Niger, pays où un coup d'État a eu lieu le 26 juillet dernier, a été rejetée par 86 voix contre 11. L'administration Biden a admis que les soldats américains restent basés à Agadez, en suspendant toutefois leur formation et leur aide militaire aux troupes nigériennes. À Madagascar, un nouvel homme fort émerge dans le pays. Le général Richard Ravalomanana, récemment élu président du Sénat, vient d'être nommé président par intérim par la Haute Cour constitutionnelle. Une décision qui intervient après la destitution rapide de l'ancien président du Sénat, Erimanana Razafimaefa. L'Afrique du Sud remporte son 4e sacre du mondial rugby 2023. Après les couronnes planétaires de 1995, de 2007 et de 2019, la nation arc-en-ciel s'installe sur le trône du rugby mondial, en devenant l'équipe la plus titrée de la compétition. Les Springboks ont de nouveau été sacrés numéro 1 du rugby mondial après leur victoire face à la Nouvelle-Zélande ce samedi soir au Stade de France. Un succès à l'arraché contre les All Blacks avec un score de 12-11. Voilà qui m'intervient ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain, 20h, retrouvez Fatou Fofana. Ce soir, le sage nous apprend que les épines sur le citronnier n'empêchent pas de cueillir les citrons. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.